Nouveau numéro de votre émission Temps Fort, chers téléspectateurs. Le plaisir pour moi de vous le présenter. Alors, aujourd'hui, je reçois pour vous Maître Georges Kapiamba, qui est le président de la CAJ, l'Association congolaise pour l'accès à la justice. Avec lui, nous allons parler de plusieurs choses. Dans l'actualité, nous allons ramasser ce qui est vraiment à la une de l'actualité. Sans plus tarder, je lui dis bonjour, Monsieur Georges Kapiamba. Bonjour, madame. Vous allez bien? Ça va. Plaisir pour moi de vous recevoir. Vous êtes président de l'association congolaise, comme je venais de le dire, pour l'accès à la justice. Exact. Maître Georges Kapiamba, on va commencer par l'éruption volcanique à Nyiragongo, au Nord Kivu, qui a causé 15 morts d'hommes. Pensez-vous que le gouvernement en est le premier responsable? Bon, d'emblée, je ne peux pas dire que le gouvernement en est responsable parce qu'il s'agit d'une catastrophe naturelle. C'est quelque chose d'imprévisible. Même si il faut quand même nuancer en considérant que cette catastrophe, au vu de l'évolution scientifique, est susceptible d'être surveillée et que les dégâts énormes peuvent être évités. L'évacuation peut être organisée et ordonnée si notre observatoire volcanique de Goma avait fonctionné comme il se doit. Nous savons que l'alerte n'avait pas été faite dans les temps ou en temps opportun parce que l'observatoire ne fonctionne plus comme il se doit à cause d'abord de la mégestion qui caractérise cette institution, mais aussi le manque de moyens financiers. Nous savons que depuis 2019, il y a eu plusieurs cris de détresse lancés par ces services publics. Oui. À l'endroit du gouvernement national, mais rien n'avait été fait. Donc si nous prenons les choses sous cet angle-là, nous pouvons considérer que l'État congolais engage sa responsabilité et que les victimes de ce qui vient d'arriver ont le droit de lui réclamer des dédommagements. Mais aussi longtemps que ça se répète à maintes fois. Alors l'État, le gouvernement ne peut pas prendre des précautions une fois pour Voilà, c'est pour cela qu'il a été mis en place ces mécanismes qui datent d'ailleurs de l'époque coloniale. C'est un service qui est animé par des techniciens, des scientifiques en la matière, des volcanologues, des géologues, des chimistes, les gens qui n'ont comme travail que de surveiller les mouvements, les activités de ces deux volcans. Parce qu'il y en a deux. Il y a Nyiragongo et Niramura, Nyamulira, un autre aussi. Je crois que les noms, je peux me tromper, mais il y a deux volcans qui sont encore en activité, mais qui s'endorment de temps en temps dans les parages de Goma, qui doivent faire l'objet d'une surveillance accrue, quotidienne, minute après minute. Et les matériels appropriés, et là aujourd'hui la technologie est très avancée en la matière, on peut surveiller. Deuxième chose, là où peut-être on peut aussi fonder la responsabilité des pouvoirs publics, c'est le fait qu'on a laissé les gens construire. Okay. Jusqu'à même aller à s'approchant davantage vers les collines où se trouvent ces volcans. c'est ça la raison pour laquelle ils sont vraiment en danger. Voilà, donc le danger est permanent, il est là, il est visible. Moi je me rappelle que quand j'allais tout le temps à Goma, j'avais eu à discuter avec les membres de l'OVG, qui est l'observatoire volcanique de Goma, qui m'ont expliqué qu'il était nécessaire qu'on puisse déplacer une grande partie d'habitation de Goma, y compris l'aéroport. Okay. Ils m'ont même dit que les études de faisabilité avaient été déjà menées pour qu'on puisse transférer l'aéroport de Goma vers la route de Sake. Parce que la route de Sake, c'est la route qui part de Goma vers Bukavu. Et ce côté-là, il n'y avait pas assez de danger parce qu'on considérait que même s'il arrivait que l'un des volcans se remette en activité, okay, il sera en tout cas difficile que les larves atteignent ce côté-là. Mais c'est ce que beaucoup de pays organisés, ces lieux ont fait au monde. Regardez un petit pays comme l'Islande. Tous les parages du lieu où se trouve leur volcan, personne ne peut aller y vivre, c'est interdit. C'est interdit même si on sait que le volcan
ne se remettent en mouvement, en activité qu'après 7 ou 8 ans ou 10 ans après. Mais il faut prévenir. On peut utiliser ces coins-là à faire autre chose. En considérant pendant 5 ans, par exemple, c'est des coins qui peuvent servir, pourquoi pas, des lieux de tourisme ou de telles activités. Mais après 5 ans, il ne faut plus que les gens y mettent leurs pieds. On peut décréter ça comme des zones à haut risque. Merci beaucoup. Alors, Maître Georges Kapimba, parlons un peu au propos Kagame et Félix Tshisekedi. Étant juriste, comment interprétez-vous la réaction directe de Paul Kagame face au contenu publié dans le rapport Mapping? Non, mais c'est une déclaration très dangereuse lorsqu'elle vient. Elle vient d'un chef de l'État, d'un président de la République. Et puis ce n'est pas n'importe quel pays, un des pays mis en cause par rapport aux différents crimes qui ont été commis principalement à l'est de la République démocratique du Congo. Et donc le président Kagame doit adopter un profil bas. Mais aussi démontrer clairement qu'il entend contribuer à l'œuvre de la justice. Parce qu'il y a un rapport Mapping qui a recensé un certain nombre de crimes. Parmi ces crimes, il y en a qui sont mis sur les dos de ces ressortis, c'est-à-dire des militaires rwandais. Mais ils doivent savoir assumer au moins les responsabilités. Autant le président Kagame est exigeant vis-à-vis des Français par rapport au génocide qui a été commis au Rwanda, que tous nous avons condamné. Moi, j'ai été déjà même au niveau des mémorials, je suis allé m'incliner à Kigali. J'ai même fait mes mots là-bas pour condamner et dire que plus jamais ça en Afrique ou dans le monde. Mais il doit aussi se montrer solidaire vis-à-vis de toutes les victimes congolaises qui ont payé les prix forts des activités irrégulières qui ont provoqué des dommages énormes à notre État, aux familles congolaises. Parce qu'ils risquent de se retrouver demain après-demain seuls dans le monde à parler de ce qui peut être arrivé au Rwanda ou ce qui peut arriver un jour au Rwandais sans avoir la solidarité de tout le monde. Donc, c'est comme quelqu'un, vous êtes un voisin avec un autre voisin chez qui il y a eu un mort. Au lieu de compatir avec ces gens-là, vous commencez à organiser une fête chez vous. Alors c'est comme s'il a des appuis quelque part. Non, il n'y a pas un problème d'appui. C'est une très mauvaise seulement politique. Une diplomatie dangereuse qu'il essaye de développer vis-à-vis principalement de la République démocratique du Congo. Moi, je pense que nous sommes arrivés au stade où les leaders de l'Afrique centrale, des Grands Lacs, doivent s'asseoir autour d'une table avec leur société civile pour convenir de la manière dont nous devons régler ces contentieux des crimes qui sont imputés aux armées de l'Ouganda, aux armées du Burundi et du Rwanda. Il faut que ça se fasse pour ainsi sceller la réconciliation entre nos pays, entre nos peuples. Sinon, ça va revenir tout le temps avec les générations à venir. On ne sait pas quels seront les dégâts. Maître Georges Kapimba, en niant toute implication ou participation du Rwanda dans le massacre et génocide sur le sol congolais, le président rwandais serait-il en train de lancer un message à la République démocratique du Congo? Si oui, par exemple, lequel? Non, je ne pense pas qu'il est difficile de savoir ce que ça traduit. Ça traduit tout simplement un manque de solidarité avec la République démocratique du Congo pour tous les crimes ainsi que les conséquences que ces crimes ont entraîné sur le territoire de la République démocratique. Alors la République démocratique du Congo peut-il vraiment compter sur l'amitié du Rwanda comme nous pouvons interpréter dans la réaction du président Félix Tshisekedi? Je crois que nous avons l'obligation d'améliorer nos amitiés avec nos voisins parce que nous ne les avons pas choisis. Les voisins aussi doivent savoir que c'est dans leur intérêt d'améliorer
leur amitié avec la RDC. Parce qu'eux n'ont pas choisi la RDC comme voisin. Nous nous retrouvons là par la volonté de Dieu, par la volonté de l'histoire. Ok. Et donc, nous sommes appelés à les améliorer. Et il faudrait que les canaux diplomatiques s'activent et qu'il y ait une discussion sincère entre les leaders. Et j'espère, comme le président Félix-Antoine Tshisekedi l'a mentionné, et moi je le connais très bien, il aura à faire passer les messages et dans ce sens-là pour inviter amicalement son homologue rwandais à pouvoir participer à l'œuvre de la justice. Parce que c'est par là que la RDC et le Rwanda pourront arriver à sceller une réconciliation sincère. Et au cas où il ne fera pas? Non, mais ça se fera. Si ça n'arrive pas avec notre génération, je sais que nos enfants, nos petits-enfants, garderont toujours la soif à obtenir la justice sur ce qui s'est passé dans notre pays, principalement à l'Est, avec la présence de troupes de pays voisins. Vous savez, les crimes internationaux sont des crimes imprescriptibles. On peut y revenir même après autant d'années. Oui. Et donc, si nous insistons actuellement que ça se fasse, c'est en considérant que nous sommes les acteurs vivants. Le président Kagame, nous les Congolais, les acteurs de la société civile de son pays, nous pensons que nous sommes des acteurs vivants de ce qui s'est passé. Nous sommes mieux placés à en parler, à en témoigner, mais aussi à trouver des solutions pour dire passons l'éponge sur ce qui s'est passé. Mais nous allons dire on va passer cette éponge de quelle manière? Ce sont ces modalités-là que nous devrions convenir. Parce qu'il y a des victimes qu'il faut indemniser. Okay. Mais il faut qu'on trouve des solutions. Et puis il faut qu'on sache qui doit les indemniser. Est-ce que ce sont les pays dont les militaires étaient originaires, ou ils vont solliciter l'implication aussi, la contribution de la communauté internationale? Donc nous souhaiterons que le débat se mène rapidement sur cet aspect pour que nous améliorons davantage nos relations. Regardez, aujourd'hui, il y a toujours des méfiances entre les Congolais et les Rwandais. Et surtout ce que le président Kagame a fait sortir encore. Donc, voilà, ça a été encore comme une manière de remuer davantage les couteaux dans la plaie. Ah oui. Et ça a fait énormément mal aux Congolais. Et ça, je l'ai ressenti. A fortiori, nous, les défenseurs des droits de l'homme, nous qui combattons les crimes et l'impunité, ça nous a énormément choqué de constater qu'un leader politique de son niveau puisse dire clairement dans des médias, publiquement, qu'il n'y a jamais eu de crimes commis à l'est de la République. Mais est-ce qu'une personnalité quelconque, donc il faut encore chercher encore de l'amitié? Non, c'est-à-dire, je dis, c'est vrai que ça fait mal, mais nous sommes devant une réalité. Avec un pays voisin que nous n'avons pas choisi, nous ne pouvons pas aujourd'hui demander à quiconque qu'on déplace les Rwandais. Nous sommes obligés, la RDC et les Rwandais, en tant que pays voisins, ont l'obligation de régler ces contentieux. C'est sur ça qu'il faut travailler, sensibiliser davantage le président rwandais, les dirigeants rwandais, pour qu'ils arrivent à changer leur discours par rapport aux crimes. Il faut qu'ils reconnaissent qu'il y a eu des crimes, mais faisons maintenant des enquêtes judiciaires, que les responsables soient identifiés, que les victimes aient la vérité, soient aussi indemnisées. Alors, abordons l'état de siège, bilan mi-chemin. Quelle est votre appréciation face aux actions lancées par l'armée congolaise dans les 10 provinces sous l'état de siège? Alors, jusque-là, nous avons des antennes et des points focaux dans ces 2 provinces de la cage qui travaillent, qui font un monitoring permanent. Nous sommes satisfaits jusque-là de ce qui est réalisé. Parce que nous avons constaté que notre armée, notre police, nos services de sécurité ont permis progressivement à reconquérir certaines localités, certains villages
qui étaient passés déjà sous le contrôle des groupes armés. Et cela a permis progressivement à faire retourner les gens dans leur milieu de vie. Mais ce n'est qu'un début. Nous souhaitons que ça se poursuive davantage et nous insistons sur les moyens financiers, moyens logistiques et matériels que le gouvernement doit mettre à la disposition de notre armée, notre police et services de sécurité pour qu'ils soient davantage forts, efficaces au front. Alors pour ce qui est de la volonté exprimée du président Kagame sur la disponibilité de son armée en appui aux FARDC, pensez-vous qu'en ce stade, nous en avons encore besoin? Non, non seulement qu'à ce stade, nous ne pouvons pas en avoir besoin, mais vous savez que nous avons encore ces accusations qui sont portées contre cette armée, contre les hommes de services de sécurité du Rwanda. Oui. Alors, nous ne pouvons pas comprendre que ces gens qui sont encore sur le banc des accusés par rapport à ces crimes puissent venir par après ou aujourd'hui comme notre sauveur. Et ça passera très très mal. Ça passera alors très très mal, même dans les provinces qui sont plus concernées. Et moi, je ne pourrais pas conseiller cela au président de la République. Okay. Et si l'idée est avancée, je vous dis que la CAJ et moi, nous nous érigerons en défenseurs, c'est-à-dire en un groupe de gens qui vont s'opposer à cette question-là. Tout ce que je peux peut-être moi soutenir, c'est qu'il y ait une collaboration au niveau des échanges d'informations, des informations sécuritaires. Ça, c'est suffisant. Mais accepter qu'on puisse nous envoyer des hommes de troupes ou des agents de renseignement du Rwanda sur notre territoire, c'est parce qu'il n'y a pas toujours la confiance. Il n'y a pas de confiance. Parce que qu'est-ce qui va nous garantir qu'en venant, ceux qui sont accusés aujourd'hui d'avoir ordonné et commis des crimes contre les populations de nos provinces de l'Est ne pourront plus les faire. Ceux qui sont accusés d'avoir encouragé l'exploitation de nos ressources naturelles puissent ne plus être tentés à les faire. Parce qu'en dehors des crimes de sang, mais il y a des crimes économiques. Le rapport des Nations Unies est clair qu'il y a eu des concessions entières qui ont été protégées et qui ont fait l'objet d'exploitation intense de nos minéraux pour être envoyés de l'autre côté. Mais tout cela a un coût. Donc, je ne crois pas que ça soit indiqué qu'on puisse faire accepter même une quelconque offre venant du Rwanda pour venir appuyer nos forces armées. De toute façon, moi je l'ai dit et je le répète, c'est notre gouvernement. Notre gouvernement a la responsabilité première de faire en sorte que notre armée monte en puissance. Et pour que notre armée monte en puissance, nous savons que durant les 18 dernières années ou 20 dernières années, on a eu à introduire dans notre armée des gens qui n'étaient pas formés. Beaucoup même ont eu à monter des grades, avoir des grades, même jusqu'au grade de général, sans avoir suivi la procédure qu'il faut. Il faut vous reformer. En êtes sûr? Vous en êtes sûr? Non, mais il y en a nombreux qui se sont retrouvés. Aujourd'hui, nous sommes une armée de plus de 300 généraux. Et ce n'est pas normal. Ces 300 généraux ont remporté quelle guerre? Pendant 20 ans, nous sommes insécurisés à l'Est. Mais avec 300 généraux, ils nous ont apporté quoi? Parce que quand on monte au grade de général, ça veut dire que vous avez développé une expérience, vous avez eu à réaliser des exploits. C'est comme ça, on ne monte pas comme ça. Hein? L'armée, c'est une autre profession où pour espérer avoir une promotion, il faut réaliser des exploits. Donc il faut réformer notre armée, faire des mises en place. Il faut extraire de notre armée, de notre police, des services de sécurité, des éléments nuisibles, c'est-à-dire des affairistes,
des gens qui sont là pour faire les affaires, on les envoie au front, ils se permettent, ils commencent à détourner l'argent, ils sortent pour leurs collègues d'armes, et puis ils détournent, même les militaires les envoient pour commencer à protéger les carrés miniers. Donc ça, ce sont des gens qui doivent être renvoyés de notre armée. Monsieur Kabemba, abordons la justice. Selon votre déclaration du 13 mai dernier, pensez-vous que le blocage actuel sur la levée des immunités des personnes citées dans les dossiers plutôt IGF est politique ou c'est dû à la mauvaise procédure? Non, il n'y avait pas eu à proprement parler de mauvaises procédures. Nous avons compris tout simplement qu'il y a eu une petite erreur qui pouvait être même négligée, mais qui a été vite exploitée par les groupes de sénateurs qui travaillent, eux, pour que l'impunité puisse se développer davantage, puisse survivre à la République démocratique, pour protéger certains qu'ils considèrent comme le leur. Parce que les ministères publics restent un. Oui. Même si il s'avérerait plus tard que les personnes contre lesquelles cette demande était introduite seraient de la compétence de la Cour de cassation, c'est-à-dire les sénateurs Matata Pogno et Ida, mais le ministère public, c'est lui, le procureur général de la Cour constitutionnelle, il pouvait, après avoir obtenu la levée de leur immunité, après les avoir entendus, clôturer son instruction. C'est à cette occasion-là qu'il pouvait soit considérer que non. Étant donné que ces faits ont été commis dans telles circonstances, et donc ces personnes, je ne peux pas les envoyer devant les juges constitutionnels, je vais les envoyer devant les juges de cassation. Donc c'était un choix où eux-mêmes, avec leurs avocats, ils allaient soulever ces questions-là des droits, l'incompétence. Mais ces questions doivent être soulevées pas au niveau des parlementaires, pas au niveau du Sénat, mais encore au niveau de l'Assemblée nationale. Parce qu'il faut respecter le principe de séparation des pouvoirs. Le Sénat, le Parlement ne peut pas chercher à se mettre à contrôler la conformité de la procédure, moins encore la véracité des faits. C'est violer la Constitution. Donc nous leur avons envoyé une lettre, on a distribué à 102 sénateurs, la lettre ouverte. Ils ont rejeté cela? Oui, mais vous savez que ça rentre aussi quand même dans un dialogue. Hein? Dans un dialogue, nous sortons d'un régime, d'un système de gestion qui avait comme fondement l'autoprotection. C'est-à-dire, il faut protéger les membres de l'Écurie. Parce que les membres de l'Écurie se partagent les mêmes bénéfices. C'est un peu comme pour dire, toi tu voles, moi je vole, mais à la fin nous devons nous protéger. Parce que si toi tu me livres moi, demain après-demain, je vais aussi te livrer. C'était un peu ça l'idéologie. Okay. Alors nous devons arriver à faire casser ça. Parce que ce système, cette manière de gérer la République, c'est pas facile. Ça a contribué à faire paralyser la République aujourd'hui, qui est incapable d'avoir un budget de 10 milliards. Mais ça ne serait pas facile de changer ce système. Oui, c'est-à-dire que ça ne sera pas facile, mais dans les temps, dans la durée, on va finir par y arriver. Je vous donne un exemple. On s'était battu dans ce pays depuis 1990 pour obtenir une loi alors efficace pour mieux lutter contre les violences sexuelles, avec comme mention, par exemple, que la qualité officielle ne peut pas compter lorsque vous êtes impliqué dans les violences sexuelles. Mais vous savez que ça nous a pris autant d'années. C'est de 1990, on a pu obtenir cela en 2006. Combien d'années après? Plusieurs années après. Pas moins de 5 ans. Et donc c'est un combat. Okay. Hein? Il faut qu'on continue à les mener. Et moi, ce que je termine sur cette question, c'est de rappeler aux parlementaires, aux sénateurs et députés, que leur attitude aujourd'hui par rapport à ces dossiers, surtout Bukangalonzo, Covid-19, oui, l'attitude qu'ils vont afficher lors du traitement
de cette demande de levée d'immunité est très importante. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va nous permettre de savoir si réellement ils sont alignés derrière la vision du président de la République, c'est-à-dire de lutter contre les antivaleurs. Parce que s'ils ne le font pas, ils vont tout simplement perdre davantage la confiance et l'estime. Si on les appelle honorables, c'est parce qu'on sait qu'ils sont là pour traduire en acte les attentes du peuple. Mais qu'est-ce que le peuple attend aujourd'hui? C'est que ceux qui ont eu à mal gérer ces biens puissent en rendre compte. Et si arriver à contrer cela, ça veut dire qu'ils se mettront en marge de la volonté du peuple et ils n'auront qu'à subir la sanction du peuple. Alors pour terminer, d'aucuns disent que ces multiples procès sont politisés dans le but de nuire ou écarter certains candidats pour les prochaines échéances. Cas de Matata Ponyo. Non mais, vous savez, ça veut dire que la justice ne va plus fonctionner. Si c'est ça la conception des choses, qu'on considère que la justice ne doit fonctionner que quand il faut arrêter et juger des petits Koulouna. Parce qu'il a été attrapé, mais les grands voleurs, ce qu'on appelle les Koulouna en cravate, et qu'on ne les touche pas. Parce que ces messieurs, ces dames vont dire non, moi je suis candidat, président de la République, pour penser se couvrir derrière cette qualité-là, et qu'on ne peut pas me toucher, parce qu'on me touche, je vais dire, on le fait comme je suis candidat. Non. Je crois que les gens doivent être sérieux. Parce que même quand on est président de la République, on n'est pas à l'abri des poursuites. Mais la Cour constitutionnelle, c'est la juridiction compétente pour juger le président de la République et le Premier ministre. Oui. Ça veut dire que nous avons conçu dans un état de droit, quelle que soit la période de la vie, lorsque vous êtes président de la République, vous êtes Premier ministre ou des ministres ou des mandataires, et que vous sortez du cadre des règles de la bonne gouvernance, vous transformez les biens de l'État mis à votre disposition, vous en faites comme votre bien personnel, vous commencez à les utiliser comme vous voulez. 100 000 $ qui entrent dans la caisse de l'État, vous détournez. Alors qu'on a donné pour le fonctionnement de votre service, vous commencez à acheter vos propres maisons, vos propres biens. Qu'on ne vous touche pas parce que le monsieur sera candidat en 2023. Attendez, c'est trop facile ça. Ceux qui ont mal géré doivent rendre compte. Un point barre. Et pourquoi seulement s'acharner à Matata Ponyo? Mais pourquoi s'acharner à Matata Ponyo? Il fallait alors qu'on commence par qui? Parce que c'est la justice qui enquête. Mais je ne sais pas, je ne pense pas que le vol ait commencé par Matata Ponyo. Non, mais c'est ça que j'ai dit. J'entends les gens dire nous voulons un état de droit. Mais ce sont là les exigences aussi d'un état de droit. Tout citoyen ne doit pas se substituer à la justice. Laissons la justice elle-même faire son travail. Il y a eu une enquête qui a été menée au niveau de l'IGF qui a donné lieu à des conclusions envoyées à la justice. La justice va faire son travail. Mais avant qu'on demande la levée d'immunité de Matata Ponyo, vous vous rappelez qu'il y a eu d'autres personnes qui ont été déjà condamnées, jugées condamnées pour le fait de détournement. Mais c'est aussi des Congolais. On ne doit pas dire que tous les procès en matière de détournement ne vont commencer ou n'ont commencé que par Matata. Avant Matata, on a déjà eu autant. L'ancien DG de la RVA condamné à 20 ans. Les deux ici de Sekopé, celui de Sekopé et du ministère de l'EPST, ont été condamnés aussi récemment, 20 ans. Il y a eu l'ancien DG de l'OVD, condamné à 5 ans de travaux forcés et son complice. Bon, il y a eu déjà beaucoup de personnes comme ça qui ont été déjà condamnées. Donc, il faut que la justice poursuive avec son œuvre. Merci beaucoup, Maître Georges Kapiamba. Vraiment, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Un mot de la fin avant de nous séparer. Alors, un mot de la fin, c'est d'abord de revenir sur la situation qui nous préoccupe depuis samedi passé avec l'éruption volcanique de Nyiragongo. Je voudrais profiter de votre caméra pour lancer un message à nos dirigeants, ceux qui sont nos dirigeants actuellement. Parce que nous voulons tous les changements. Et les chefs de l'État
prône les changements. Concrétisons ces changements-là par de nouvelles méthodes de travail. Ne négligeons pas les cris de détresse des dirigeants de nos services, des syndicalistes, des travailleurs. Pour la situation ici de Goma, il y a eu plusieurs alertes depuis 2019. Nous, la CAJ, nous avons eu ces lettres. Nous les avons même référées au ministère, au gouvernement. Nous savons que l'année passée, un député national a eu même à saisir l'Assemblée nationale, a eu à saisir les ministres de recherche scientifique pour alerter sur le fait que l'OVG, l'Observatoire des activités de volcans à Goma, ce service ici de surveillance ne fonctionnait plus. Pourquoi? Parce qu'il y avait mauvaise gestion et il n'y avait plus de subventions de l'État. Qu'il fallait que le gouvernement national intervienne parce que c'est un service du gouvernement central. Il n'y a pas eu de réaction. Il y a une négligence. Et dans plusieurs secteurs, c'est la même chose. Changeons cette fois-ci. Soyons des dirigeants qui anticipent. N'attendons pas toujours des conséquences pour commencer à chercher des solutions. Il y a aujourd'hui, tous nous savons que la zone là, c'est une zone volcanique. Mais travaillons déjà en vue de déplacer l'aéroport de Goma. Imaginons l'hypothèse où les larves avaient même envahi l'aéroport. Qu'est-ce que cette zone allait devenir? Mais on allait connaître beaucoup plus de dégâts. Travaillons déjà sur les déplacements de cet aéroport. N'attendons pas encore les prochains 5 ans, 6 ans, quand l'un des volcans va encore se fâcher, se mettre en mouvement, en activité pour commencer à chercher comment les ramener l'aide humanitaire. Déplaçons les populations qui ont construit plus proche de ces volcans. Il faut faire de cette zone de non-activité. On peut transformer ça, par exemple, en des tirs de champs, pourquoi pas pour l'armée. Les zones où l'armée peut commencer à mener des exercices. Parce que ce sont des activités au moins non permanentes. Et on peut même bouger aussi la ville de Goma, construire la plupart des services de l'État, des administrations, vers une autre zone, par exemple vers Saké. Les experts sont là, peuvent très bien donner de bonnes indications pour qu'on évite ce genre de catastrophes. Regardez comment ailleurs on fait. Les zones volcaniques, ce sont des zones où il n'y a pas ni d'habitation, ni des activités de ce genre. Enfin, il faut qu'on se mobilise pour que les services d'alerte de la sirène, vous imaginez que même les services de protection civile se plaignent de ne plus avoir de moyens pour faire fonctionner la sirène d'alerte. Ils ont dû faire recours à des petits mégaphones pour commencer à sensibiliser les gens. Non, il faut qu'on travaille autrement pour mieux protéger nos populations. Merci beaucoup, Maître Georges Kapiamba. Je rappelle pour vous que j'avais reçu pour vous Maître Georges Kapiamba, qui est le président de l'association congolaise pour l'accès à la justice, une association qui a toujours inscrit dans la lutte contre les poursuites abusives et infondées plutôt. Alors, le plaisir était pour moi. Je pense que ce n'est pas la première fois. Et ça se répétera. Voilà, vraiment un grand merci à toute la hiérarchie CBS. Je dis un grand merci à ce groupe-là, je l'appelle Héros dans l'ombre, derrière la caméra. Je vois Delphin Tondoula parce que sans lui, ces images seront vraiment impossibles de les prendre. Sans oublier celui qu'on appelle Montréal, mon réalisateur Guy Mayamba, que je dis un grand merci et le plaisir est pour moi. Je vous retrouve prochainement.